Tout d'abord, je voudrais présenter cette première manifestation littéraire, cette première rencontre avec les écrivains banoulins que nous avons organisée, Anne-Marie Péris et moi-même, grâce à l'aide de la municipalité, pour la première fois à Banouls. Nous avons voulu mettre en lumière les écrivains, car nous sommes rendus compte qu'un certain nombre d'entre eux étaient jusque-là restés dans l'ombre. Donc nous avons voulu cette rencontre conviviale entre écrivains, avec nos lecteurs, avec les Banoulins, avec les touristes qui viendront nous voir ce matin. Et en espérant bien entendu que la deuxième rencontre littéraire, qui sera sans doute l'an prochain, aura une plus grande envergure. Alors maintenant, je voudrais donc présenter tu me diras Alto. Voilà. Je voudrais présenter, en tant qu'écrivain roussillonnais et auteur, bien sûr, 2 livres. Alors, le premier, c'est celui-ci. C'est un roman policier catalan, écrit avec mon ami Michel Bayard, qui est aussi auteur. Voilà, alors nous avons embarqué sur un géant des mers, en croisière en Méditerranée, un groupe de Banoulins, de Perpignanais, pour donc une navigation un peu plus que mouvementée entre réel et fantastique, puisqu'à bord se trouve un machiavélique plutôt assassin psychopathe et également un mystérieux fantôme. Donc ça s'appelle Mort sur le Somptuosa. Voilà, avec mon amie Anne-Marie Péris, aquarelliste de talent, je vous présente ce deuxième livre qui s'intitule Banouls, autrement l'escale inattendue, qui est un voyage en pays banoulin et bien sûr en pays catalan. Alors dans ce livre, nous pouvons retrouver des paysages de bord de mer, de garrigues, de vignes. Nous pouvons rencontrer des personnages hauts en couleur, certains incontournables à Banouls. Nous pouvons retrouver des petites scènes de rue, parfois humoristiques. Dans ce livre, nous retrouvons les traditions de la Catalogne, la fête des vendanges à Banouls, la Sardane. Nous avons également des senteurs, des saveurs du bord de mer, de la garrigue. Nous trouvons aussi des éléments climatiques, la tramontane, le feu, l'eau. Et puis, nous avons quelques épisodes très marquants de l'histoire de notre pays catalan qui relient les 2 côtés de la frontière. On va parler des couleurs de Banouls, c'est des barques catalanes qui sont mythiques à Banouls, voilà, et hautes en couleurs. Quand on les voit évoluer dans la baie de Banouls, c'est toujours un spectacle magnifique. Qui s'appelle donc Banouls, notre village. Notre village. Probablement, moi j'avais lu notre village. C'est la petite église. Alors donc c'est l'histoire de Banouls en images. En image. Vous pouvez nous montrer quelques pages. Je la connais. Avec les yeux. Attendez voir. Nous, on s'est connus à la dîme. Oui, c'est ça. Je suis allée, j'ai eu des problèmes de santé. Oui, on avait vraiment plus de liberté. Les artisans de Banouls. C'est un artisan de Banouls. Du côté de la machine à coudre, oui, et les commerçants du côté de la boulangerie, je crois bien. Oui. Il y a combien de là-bas? Ça c'est avec les machines à coudre. Et à côté c'est Des commerçants. les commerçants. Et c'est un livre qui est toujours en vente. Pardon? Est-ce que c'est un livre qu'on peut toujours acheter dans le commerce? Mais il paraît que non. Il paraît qu'il n'y a plus moyen d'en trouver. Ah oui, justement. Et c'est une dame qui m'a prêté son livre. Là, hein. C'est pas à moi. Ce livre n'est pas à moi, mais il est de bas.
Oui. Alors en fait, c'est un éditeur qui travaille sur Internet et qui propose des thèmes de nouvelles et il y a un délai au bout de 2 mois, par exemple, il va sélectionner un certain nombre et éditer des petits ouvrages de format poche comme ça qui sont après diffusés et vendus sur Internet. Soufflecourt.com. Mais moi, j'ai aucun. C'est pas un compte d'auteur, c'est juste soufflecourt.com. www.soufflecourt.com. C'est des nouvelles courtes qui sont préférées courtes. Mais par exemple, il va donner un thème. Par exemple, il avait marqué le crime était presque parfait. Et puis, dans 2 mois, il propose des manuscrits. Et si c'est accepté, il y a un vrai contrat comme un éditeur, mais c'est pas un compte d'auteur, c'est juste via Internet. Voilà. Ici, c'était Ainsi sont-elles. Il fallait parler des femmes. Alors là, tu vois, c'était ouvert. Et celui-là, on avait fait un week-end. Il y avait une personne d'Aleph Écriture qui avait fait un week-end sur le fait comment on apprend à écrire des nouvelles, enfin comment on peaufine des nouvelles. C'était le résultat de ce groupe de travail. En fait. Voilà, et ça c'est amusant, je sais pas, c'est très émouvant de se faire sélectionner et des gens qui disent tiens c'est marrant ce que vous avez écrit. Voilà. Alors si on s'amuse en écrivant et que les autres s'amusent en écrivant. C'est un livre de recettes de cuisine locale et de promenades un peu atypiques sur la Côte Vermeille, des promenades souvent qui ne sont pas décrites, hors sentier battu, avec des incursions chez nos amis catalans-espagnols. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous ouvrir le livre pour montrer ça? Bien sûr. Au hasard. Alors une première partie est destinée aux promenades, des promenades sur la route d'Emmaus, des promenades vers le col de Banyuls, à la découverte de tout un patrimoine assez méconnu, parce que souvent les touristes qui viennent en été ont trop chaud, ils sont plus volontiers sur le bord de la plage à se baigner qu'aller marcher dans l'arrière-pays, mais c'est ouvert, voilà. Avec Banyuls, avec les bars catalanes. Et ensuite, il y a la partie recette qui permet de tenir le livre posé comme un lutrin. D'un côté, il y a les achats à effectuer, le marché, toutes les recettes sont établies pour 4 personnes, ce sont des recettes locales, et ensuite on peut travailler les 2 mains libres avec le bouquin pour suivre la recette posée sur le plan de travail. Il y a les boules de picoulate, il y a les escargots à la catalane, il y a le souquette, il y a des spécialités locales. Voilà, une cuisine plus méditerranéenne que bagnoulin, dans l'absolu. Elle existe, mais elle est toujours héritière de tout ce qui se fait sur la côte. Alors, nous sommes donc avec Christine Salle, qui a écrit, qui est spécialiste en archéologie des paysages. Et histoire de l'art. Alors un petit peu histoire de l'art, forcément, puisque bon, je fais histoire de l'art et archéologie, mais c'est vrai que je suis plus dans la phase archéologie. Et est-ce que tu peux nous présenter les livres ou les cahiers que tu as écrits? Alors, il y en a 3. Donc d'abord, il y a celui sur Poly, la dynamiterie. Donc celui-là, c'est l'objet de mon travail de master. Donc ça, c'est 2 années de recherche où j'ai essayé un petit peu de comprendre ce que pouvait être cette usine à la fois pour les populations locales, mais aussi au niveau international, parce que l'usine de Poly fait partie donc d'un trust européen qui n'a pas d'équivalent à part la Standard Oil fondée en 1882 par Rockefeller. Donc on est sur la succursale d'un très gros groupe européen. Donc c'était aussi l'idée de montrer à la fois comment est-ce qu'on pouvait être à la fois international et très très implanté au niveau local. C'était ce qui était intéressant. Ensuite donc j'en ai fait un autre un peu plus léger qui est sur Aristide Maillol, puisqu'Aristide Maillol est natif de Bagnols-sur-Mer. Donc l'idée c'était de faire un petit format très réduit pour que les gens puissent se balader dans le village et essayer de retrouver cet artiste et ce qui l'a animé, et en particulier les couleurs de la Méditerranée qu'on peut voir aujourd'hui. Et le troisième, alors ça c'est l'objet de ma thèse actuelle, mais je n'ai pas encore terminé, c'est une des parties de ma thèse. Donc là où je me suis intéressé à la modernité. Alors la modernité sous quelle forme? Sous la forme de l'éclairage public, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est passé de l'éclairage à huile à l'éclairage à gaz, puis à l'éclairage électrique dans les années 1900.
Voilà mon œuvre. Ok. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. J'ai rédigé cette... D'abord, il y a plusieurs raisons. Mais la première raison, c'est quand je suis arrivé à Banyuls, moi parisien qui ne connaissais rien à la vie locale, mais qui m'intéresse à l'histoire d'une manière générale. Bon, j'ai connu en l'espace d'un mandat 4 maires. En 6 ans, 4 maires. Alors j'ai trouvé qu'on en faisait une consommation. Je ne l'ai pas pris pour le faucon, je l'ai pris parce que quand même un peu grande. C'est ce qui m'a poussé à essayer de m'intéresser à l'histoire électorale à Banyuls et des personnalités de la mairie. Donc c'est très local. Et puis j'ai comparé Banyuls, les résultats de Banyuls avec les résultats départementaux, nationaux, pour voir si Banyuls avait une caractéristique particulière par rapport au département ou la métropole. Il s'agit que des résultats de la métropole. Donc il y a une comparaison de toutes les élections, qu'elles soient municipales, qu'elles soient cantonales, les référendums, etc. Alors ça m'a amené petit à petit en rédigeant ces chapitres. Il y a une deuxième raison pour laquelle j'avais fait ce travail aussi, c'est que en parlant avec un certain nombre de gens de Banyuls, il y a un monsieur qui m'avait donné tous les bulletins électoraux de 1926 à 1960 et quelques. Et du coup, ça m'a amené à compléter, moi, à chaque élection, de garder tous les bulletins qui sortaient, surtout sur les municipales, quand il s'agit des municipales. Mais enfin, les autres élections aussi, cantonales, etc. Bon, ça, c'est les municipales qui m'intéressaient, parce qu'il y avait les métiers. Et c'était une époque où on rayait, c'était des listes qu'on rayait. Donc, c'était intéressant de savoir ce qu'avait obtenu chaque candidat. Parce qu'à l'époque, il y avait le nombre de voix par candidat. Voilà, donc alors j'ai continué comme ça à chaque élection à stocker les données. Alors j'ai trouvé quelques aspects intéressants, notamment par exemple, puisqu'on est au vote des femmes en 1945, de m'apercevoir que par rapport aux élections municipales de 1936, le nombre des voix avait doublé, puisque les femmes votaient en 1945 alors qu'elles ne votaient pas en 1936, mais que le résultat des deux listes qui étaient à peu près qui étaient les mêmes en 1936 et en 1945 avait donné exactement le même résultat. C'était Azéma qui avait été réélu. Donc le vote des femmes, à ce moment-là, était des votes de famille et n'avait pas apporté aucune modification, ce qui deviendra par la suite, où les femmes vont petit à petit s'autonomiser et avoir un vote plus personnel que leur mari éventuellement. Avec le mari. Voilà, ça apparaît dans les chiffres, parce que mon travail n'est pas un travail d'historien au sens d'historien, parce que je ne suis pas historien de formation, mais c'est un travail scientifique, c'est-à-dire que le centre de mon travail, c'est les tableaux, les analyses de chiffres. Bien sûr, il a fallu que je mette un peu en amont de ces chiffres les candidatures ou un peu expliquer les choses, et surtout une analyse a posteriori. Et c'est là où j'ai fait quand même quelques trouvailles, si je peux dire, dans ce travail de micro-analyse. C'est le problème des reports de voix quand il y a des élections à 2 tours. Alors c'est intéressant parce que quand on regarde les chiffres et qu'on fait des reports de voix, la plupart du temps, au moins dans une période ancienne, je tombais absolument sur mes pieds. C'est-à-dire que je retrouvais, en supposant quelques groupements d'un candidat sur l'autre, je tombais bien. Mais c'était trop beau pour être vrai, parce que c'était à quelques voix près. Si bien qu'en tant que scientifique, je sais qu'un résultat à 99% ou 98%, c'est toujours un peu suspect. C'est ce qui m'a amené à étudier les reports de voix d'un tour sur l'autre. Et là, je me suis aperçu qu'il y avait pratiquement 10% des électeurs du premier tour qui ne venaient pas au second et vice-versa. C'est bien qu'on ne s'en aperçoit pas quand on fait des reports stricts des voix d'un tour sur l'autre. Bon, ça c'est une petite découverte. Voilà.
C'est du latin post-latin. Oui, alors je suis Daniel Gazu, je suis originaire de Banyuls. J'ai écrit un roman de science-fiction, c'est un polar de science-fiction, qui relate une histoire qui se déroule, qui commence à Lyon, qui se passe en 2047. Et donc je me sens un peu rattrapé par l'actualité, puisque ça traite d'attentats, ça traite de surveillance un peu à outrance, un peu électronique, ce genre de choses. Donc l'histoire, c'est un homme qui est arrêté pendant la nuit pour avoir fait une tentative d'attentat, donc attentat qui n'a pas eu lieu, sur la gare de Lyon-Pardieu. Et durant sa garde à vue, il apprend très rapidement qu'il n'est pas arrêté pour avoir fait cette tentative d'attentat, mais parce qu'il a fait un rêve interdit. Voilà. Donc l'histoire commence à partir de ce moment-là, du moment où il sait qu'il a fait un rêve interdit, dont il ne se rappelle de rien du tout. Et donc l'histoire, on suit le personnage dans un univers carcéral jusqu'au moment où, à la fin de l'histoire, donc là il faut lire le livre, où on apprend... Tout à fait, il faut le lire. La pouponnière de Banyuls, c'était un épisode de la vie bagnoulinque des années 41 et 42. Pendant ces années, les enfants de la retirade qui étaient au camp de Rivesaltes et qui étaient en très mauvaise santé avaient besoin de soins particuliers parce qu'ils étaient vraiment très mal en point après leur passage à la maternité d'Elne. Et Elisabeth Edenbens, qui était la patronne entre guillemets de cette maternité, avait l'ambition de créer une pouponnière pour que ces enfants puissent se rétablir. L'air marin de Banyuls, le soleil, a été jugé propice et ils se sont installés dans cette pouponnière pendant quelques mois jusqu'à ce que les Allemands envahissent la zone libre et arrivent à Banyuls pour sécuriser leurs frontières maritimes. Et donc la pouponnière a cessé ses activités au mois de novembre 1942. Donc cette pouponnière, c'était des enfants en mauvaise santé. Ils étaient peu nombreux, mais c'était tous des enfants qui étaient issus du camp de Rivesaltes, soit des enfants juifs, soit des enfants de tziganes ou des réfugiés espagnols de la guerre d'Espagne. Et voilà, ça a permis à ces enfants, pour la plupart, de se rétablir, de se refaire une santé. Et il y en a qui vivent encore aujourd'hui. Il y en a qui vivent encore aujourd'hui et qui sont contents de retrouver à travers ce petit recueil un peu de leur histoire et puis un petit peu de leur sauvetage, entre guillemets, grâce à cette femme, Elisabeth Edenbens, qui faisait partie du secours suisse aux enfants et qui leur a permis à leur mère déjà d'accoucher dans de bonnes conditions et après à eux de pouvoir se développer ailleurs que dans les camps de réfugiés, les camps de concentration d'Argelès, de Rivesaltes ou de Saint-Cyprien. Donc, Monsieur Georges Soleil. Alors j'ai écrit Enquête de Jésus sous un pseudonyme. Georges Falco. Voilà, oui. Falco qui est le nom de ma grand-mère. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre livre? Bien sûr. C'est une étude historique et rationnelle de la vie de Jésus-Christ. Ça n'a rien de spirituel, c'est uniquement rationnel et c'est une étude sur son époque, comment il a vécu, comment Jésus le Juif a interprété les textes
de façon différente par rapport aux pharisiens de son époque. Et comment ça a été retranscrit par les évangélistes. Voilà, enfin, la base. Et donc, c'est le fruit d'une étude assez longue sur laquelle j'ai beaucoup lu le Talmud et beaucoup lu de livres de cette époque pour arriver à faire une synthèse et une idée rationnelle de tout ce qui s'est passé. Comme son nom l'indique, je parle d'épaves, mais de bateaux contemporains, pas d'épaves antiques, des bateaux coulés entre 1863 et 97 pour le dernier, parce que le livre est de 98, donc c'était moderne à l'époque. Et je parle de faits de guerre, de bateaux coulés pendant la guerre, la Première Guerre mondiale, la Seconde, des bateaux coulés pour servir d'abri à poissons dans la réserve marine, et d'accidents dus à des tempêtes, des naufrages, du brouillard, du vent, des coups d'est. Voilà. Et je parle de bateaux coulés connus et de bateaux coulés qui étaient encore à trouver à l'époque et qui ont été pour certains explorés depuis. Est-ce que vous parlez aussi des naufrageurs de Banyuls? Non, parce que mon livre il commence en 1863 et les contrebandiers ils s'étaient un peu arrêtés. Juste avant. Voilà, juste avant. Merci. Donc j'ai écrit un roman historique qui se passe à Banyuls, qui s'appelle donc le roman de Banyuls, et qui est une trilogie qui va de 1936 à 1945. Il est en 3 tomes. Le premier tome, la guerre d'Espagne jusqu'à la retirada, vers les plages de l'exil. Le deuxième tome, un sentier dans les vignes, de 1939 à 1942. Et le troisième tome, qui est presque fini et qui arrivera à la fin de l'année. Voilà, donc c'est un roman historique, oui. Un autre roman historique, mais qui se passe dans l'Ain. Marguerite et Philibert, et qui raconte l'histoire du monastère de Brou, à Bourg-en-Bresse. Ensuite, des poésies qui évoquent le pays catalan, entre autres. Et puis, j'ai amené un petit livre de papa, Albert Calis, un livre pour les enfants, La légende de Madeloc. Pardon. Alors, le livre que j'ai écrit s'appelle Traquenard rue Jules Vallès. C'est un polar, roman policier, dont la majeure partie se situe à Paris. La rue Jules Vallès existe vraiment, c'est une rue du 11e arrondissement. Le résumé de l'histoire, c'est la rencontre de 2 jeunes inspecteurs de police stagiaires qui sympathisent. Et l'un d'eux, malheureusement, au cours d'une opération policière, est tué, ainsi que leur parrain de baptême, si on pourrait dire, de formation. Et de là, sur son lieu, au moment de mourir, l'ami donne au narrateur tous les renseignements pour pouvoir mener une enquête qui sera indépendante de l'enquête officielle. Et bien entendu, il va au fur et à mesure avancer et dénouer toute l'intrigue tout seul, sans en référer à sa hiérarchie. Voilà en résumé toute l'histoire. C'est au départ une histoire à raconter parce que le narrateur a adopté l'enfant de son ami qui était décédé. Voilà, en gros, toute l'histoire. Oui, alors j'ai écrit le premier livre, L'Arbre de vie, sur l'usine de Poly. C'est ça. Voilà. Et
le deuxième livre a été une anecdote que j'ai vue dans la police, sur la police, au bout de la solitude. C'est l'histoire d'une prise d'otage, avec à l'époque, en l'occurrence, François Besse. C'est ce que vous l'avez eu, le deuxième? Il est là-bas. Il est à l'entrée, oui. Bon, je vais refaire une photo. Voilà, oui. Bon, en deux mots, je n'ai rien inventé parce que les insectes qui luttent contre la mouche existent depuis des millions d'années. Autrement dit, ce constat était difficile à réaliser parce qu'il fallait trouver les plantes qui sont porteuses des insectes auxiliaires, les prendre sur le fait de leur lutte naturelle contre la mouche de l'olive. Et ça, la démonstration photographique ne permet pas de douter de la réalité de cette biologie. Et donc le livre relate précisément tous les insectes qui interviennent dans la lutte et les plantes qui sont associées. Voilà, on peut dire ça en quelques mots. C'est pas la peine de relater le livre, ce sera un peu trop long. Mais globalement, la réalité est là. Ces insectes existent depuis très longtemps. La réserve, ce qu'il faut donner, c'est quand même que quand on met des pesticides autour et sur les oliviers, tous ces insectes meurent rapidement et ne peuvent plus se reproduire. D'où la croissance exponentielle de la mouche de l'olive actuellement qu'on trouve un peu partout. Associée d'ailleurs, soit dit en passant, à des champignons qui sont aussi mentionnés dans ce livre et qui abîment évidemment dans une certaine mesure une grande partie des olives comme l'a vu l'année 2014. Voilà. Alors, à qui s'adresse ce livre? Est-ce que ça s'adresse à tout le monde ce livre a été traité de façon avec des références précises qui peuvent faire penser à un livre scientifique, mais qui ne l'est pas, parce qu'il a été traité de manière à ce que le grand public puisse s'y intéresser et que ce soit abordable pour tous. Voilà. Donc tous ceux qui sont concernés par les oliviers à titre professionnel ou amateur devraient être intéressés par ce document. Ça c'est le pelmus qui s'attaque aux olives, aux mouches de l'olive. Mais ici il est en train de pondre dans une gale d'inules. Voilà. Ça c'est une autre gale d'inules dans lequel pond aussi un parasitoïde qui n'est pas concerné par les olives, enfin il pond aussi dans ces... Voilà. Ça c'est un parasitoïde qui pond dans une plante qui héberge des parasites, et cet insecte va aussi pondre sur les olives. D'où l'intérêt d'avoir ces plantes à proximité des oliviers. Autre parasitoïde qui pond sur les olives, ici il pond dans une plante qui s'appelle l'Actuca, une laitue sauvage. L'insecte qui va sortir ira pondre à son tour dans les olives pour lutter contre la mouche. Ça c'est le parasitoïde Pelmus confucius qui pond dans une olive et on voit les dégâts occasionnés par la larve de la mouche de l'olive. Ce qui fait que quelques temps plus tard, la larve de la mouche sera tuée par la larve de cet insecte qui sortira de l'olive 15 jours plus tard. Pas oublier tout commenter. J'écris en anglais, normalement, et j'ai fait un poème sur ma mère et une histoire sur ma mère aussi, parce que, voilà, qui a été publié en Australie. Et j'ai un poème qui est dans une collection qui a été publiée aux États-Unis, ici.
Et aussi, ça c'est un livre que j'avais fait pour les enfants. J'ai fait ça au Canada parce que j'ai une double nationalité. Alors, j'écris plutôt en anglais. J'ai 3 romans qui sans doute vont être publiés, les 3, si j'ai de la chance, en 2015, en anglais. Et j'écris un peu de poésie en français, voilà. Alors, je sais que tu apprends le catalan. Est-ce qu'on peut espérer une traduction de tes livres en catalan? Ça, c'est un grand rêve. Ça sera pas pour aujourd'hui? Pas pour aujourd'hui, non, mais peut-être un jour, ça serait bien. Mais bon, peut-être pas dans ma vie, malheureusement, parce que là, j'apprends juste. Et notre instructeur génial, bah, il a pris une année sabbatique, alors bon, on va recommencer en octobre, je crois, le catalan, espérons. Voilà. Je vous la donne. C'est pour ceux qui achètent, on fera une petite carte. Présenter le document le plus ancien qui est à Bagnols, si ça vous intéresse. Je l'ai amené. De l'an 1560, du XVIe siècle. On a des mal à... Ah oui, 1560. Alors, qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Eh bien là-dessus, voilà, c'est ce qu'on appelle en catalan le cabreu. Le cabreu qui signifie en français le cadastre. Et ceci est un manuscrit que chaque mazoubé, c'est-à-dire chaque habitant du village, avait en sa possession pour les terres qui appartenaient au seigneur du comte d'Ampolis, qui était notre seigneur local. D'ailleurs, si vous voulez regarder en bas, vous y trouverez son sceau. C'est le sceau du notaire et le sceau du comte d'Ampolis, qui était notre seigneur local. Et là, il s'agit d'un original. Alors, ceci, c'était les propriétés, les titres de propriété qu'il avait et qui donnaient les revenus au comte d'Ampolis. Alors, le mazoubé avait un manuscrit et le comte seigneur avait aussi un autre. Et ceci faisait que chaque année, le mazoubé devait donner les revenus au procureur fiscal qui était de Bagnols. Voilà, ça c'est le plus, à mon avis, c'est le document le plus ancien que vous pouvez trouver sur Bagnols. 1560. 1560, oui. C'est un nommé Ilia. D'ailleurs, encore il existe dans le terroir de Bagnols des lieux-dits qui ont trait à ce nom, qui s'appellent Calille, Paulille et d'autres masses îles à Cospro. Merci. Voilà. Ça a été un essai sur ce que j'ai appelé l'an des Bagnolais, c'est-à-dire le bicentenaire de la bataille du col de Bagnols, qu'un peintre a pu représenter sur notre c'est la bataille qu'on appelle le col de Bagnols, mais qui en réalité a été fait, la bataille de Bagnols a été faite au col de Tourne, où les Bagnolais ont pendant une journée arrêté une colonne d'Espagnols sur la frontière en l'année, au mois de décembre 1793. Alors, ça a été mon premier essai que j'ai voulu relater dans cette espèce de petit livre. Le premier. Le deuxième, c'est Bagnols au temps des monastères. Au temps des monastères et des premiers, oui, au temps des monastères jusque, disons, au 15e siècle, 15e et 16e siècle. Alors, ce livre parle surtout des masses mères et des masses où Bagnols était surtout
un village qui était pastoral et céréalier. Le troisième, c'est la terre des ancêtres. Alors, ce livre part de 1659, qui est le traité des Pyrénées, et arrive à 1793, qui est l'an de la Révolution, où les Espagnols, pour prendre la ville fortifiée de Collioure, sont venus ici occuper le pays. Et bon, c'est-à-dire l'évolution de notre village un peu plus tard. Le quatrième que j'ai pris, c'est Terre de nos pères. Alors lui, c'est le Banyuls du 19e siècle, beaucoup plus près de ce qu'on peut appeler le Banyuls moderne, qui part de la Révolution et arrive, je m'arrête aux années 1900. Ceci pour faire voir que Banyuls, qui à l'origine était un village pastoral céréalier, devient viticole maritime. Voilà. Et le cinquième, c'est intitulé Immaleviatua. C'est le Banyuls maritime, parce qu'il fallait que ce soit fait. Ce n'était pas l'économie principale de Banyuls, qui était viticole, mais c'était une économie quand même qui apportait, surtout en période estivale, quelques économies dans nos maisons. Voilà ce que j'ai fait. C'est moi qui vous remercie. Alors, est-ce que vous pourriez vous présenter en 2 minutes? 2 minutes, nous allons essayer, c'est long 2 minutes, c'est très bien. Alors je suis Suzanne Giuseppi Testu, franciscaine séculière, j'appartiens à l'ordre de Saint-François d'Assise et j'ai été invitée par la municipalité à participer à cette rencontre. J'écris des livres de spiritualité chrétienne avec bien sûr ma sensibilité de franciscaine. Donc il y a 5 ans, j'ai écrit un premier livre, La Déposition, parcours spirituel à l'école de Saint-François, qui est un livre qui nous aide à déposer notre vie, à déposer notre fardeau, à apprendre à aller vers notre liberté et notre paix intérieure. Et il y a 2 ans après, en 2011, j'ai écrit un deuxième livre qui s'appelle Les mouvements intérieurs de l'âme, Passion et vertu selon Saint François d'Assise et les pères de l'Église. Alors là, c'est un livre qui nous aide à reconnaître les mouvements intérieurs de notre âme et surtout à répondre, à réorienter justement ces passions qui parfois nous empoisonnent un petit peu la vie. Donc 2 livres de spiritualité. Et le 3e livre qui vient d'être édité il y a quelques mois, c'est Saint François d'Assise, le prophète de l'extrême, qui a obtenu le prix de spiritualité d'aujourd'hui, la mention spéciale au prix de spiritualité d'aujourd'hui, et qui est un livre qui met en évidence, j'ai envie de dire, ce n'est pas une biographie, ce n'est pas une hagiographie sur Saint François, parce qu'il y en a eu de nombreuses, mais il met en évidence l'intemporalité et l'actualité de Saint François d'Assise, qui nous montre, malgré les 800 ans qui nous séparent, comment les réponses de Saint François peuvent nous apporter une aide dans nos comment faire d'aujourd'hui. Donc il met vraiment en évidence l'intemporalité et l'actualité de Saint François d'Assise. Voilà. Merci de me poser cette question parce que évidemment il montre l'actualité de Saint François, il montre son intemporalité et évidemment je fais un lien avec l'exhortation apostolique du Saint-Père qui n'a pas pris par hasard le nom de François en se référant à Saint François d'Assise. Donc il y a François d'Assise, il y a le Saint-Père François et il y a nous, les hommes et les femmes de notre temps et nous nous apercevons que Saint François est toujours très présent.